Vous avez tous les trois des expériences à l'international extrêmement riches. Alors, est-ce que Hervé Bonamy a trouvé trois espèces humaines qui sont vraiment sur l'ouverture aux autres, sans aucune limite, qui n'ont jamais eu peur de cette rencontre? Ou avez-vous eu, dans votre parcours, des peurs aussi? Et comment vous les avez dépassées, ces peurs? On va commencer avec vous, Père Péqueux. L'une des peurs, ça a été partagé avec les autres quand ça tirait tout autour du grand séminaire à Bangui et qu'il y avait quelques bombardements et qu'il me manquait des gars, qu'il manquait des séminaristes. Où étaient-ils? Et on découvre que l'un ou l'autre a mis ses livres dans une valise, les a mis sur son matelas et il s'est mis sous le lit en espérant qu'il ne sera pas abîmé. Ça a été des moments de peur physique. Qu'est-ce qui vous a permis de dépasser ces peurs? Je crois que il y a deux choses. D'abord, profondément, Seigneur, c'est ton affaire. Aide-moi. Et puis la deuxième chose, c'est en étant responsable, je n'avais pas le droit de baisser les bras. Je n'avais pas le droit de désespérer. C'est-à-dire que l'espérance, elle se bâtit aussi sur le fait qu'on s'en remet. Et je crois que c'est aussi une grande dimension de la foi. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas sans doute la peur d'être lâché. Il y a eu toute une époque où pendant 3 semaines, je n'ai pas pu joindre l'archevêque. Et je me trouvais avec mes gars. Il y en a un, il y a 2000 ans, qui a pas mal douté aussi, Voilà. à des moments un peu difficiles. Philippe Richard, vous avez parcouru le monde également. Est-ce qu'il y a des moments où, dans ce parcours, une ouverture aux autres était difficile et il a fallu la surmonter? Oui, c'est difficile de se remémorer telle ou telle chose, mais je crois quand même qu'il y a un événement fort qui m'a marqué. Quand je faisais des missions de formation avec les Nations Unies, on parcourait l'Afrique, on rencontrait des ministres, on rencontrait des magistrats, on rencontrait des hauts fonctionnaires pour leur expliquer le langage des droits de l'homme et pour obtenir d'eux qu'ils puissent adapter leur législation et qu'ils puissent tenter d'améliorer par exemple la condition des détenus dans les prisons, etc. Donc c'était un travail de fond qui se faisait avec un certain nombre de gens qu'on considérait comme des responsables politiques. Et notamment au Rwanda, où on est beaucoup allé avant 1994. J'ai fait quelques missions avec les Nations Unies de formation au Rwanda, etc. ailleurs. Et le choc de 1994, ça a été assez terrifiant. C'était terrifiant parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, les commissions d'enquête disent qu'il y a eu à peu près, pas tout à fait, mais presque, sinon 1 million de gens qui ont été tués en 4 mois. Donc vous voyez combien ça fait par jour. Moi, j'ai participé à la commission d'enquête, donc ces chiffres, on les connaît. On les a trouvés à partir de simplement un travail de comptage des crânes dans les charniers, dans les... Bon, donc la peur, elle est venue là, c'est-à-dire à ce moment-là, on se dit, mais cette mémoire dangereuse de l'humanité ne joue plus son rôle. Ce qui s'est passé à Auschwitz, on pensait que plus jamais on allait vivre ce genre de choses. Que grâce au langage des droits de l'homme, on avait atteint un seuil qui nous permettait d'aller plus loin, que la mémoire dangereuse de l'humanité était un roc contre la commission de nouveaux agissements comme ça. Et en tant que fonctionnaire expert des Nations Unies, on est engagé dans ce travail-là, au nom de l'humanité. Et voilà que tout d'un coup, en 4 mois, tout s'écroule. Et on revient sur le même territoire, non plus pour faire de la formation, mais pour encadrer des équipes qui rangent par boîte de sang les crânes sur les lieux du génocide. Et là, c'est une peur immense qui vous envahit. Une peur immense qui n'est pas une peur pour soi, mais qui est une peur pour le monde. En se disant, mais est-ce que tout ce cheminement moral, intellectuel, politique, etc., qui a nécessité autant d'efforts, où tant de gens se sont engagés, est-ce que tout n'est pas de nouveau en train de s'écrouler ?
Voilà. Donc c'est plus une peur par rapport à l'incapacité que nous avons parfois de retenir les leçons de l'histoire et de nous laisser aller, parce que je dis nous, c'est l'humanité tout entière, mais de nous laisser aller à des simplifications terrifiantes qui amènent à décider que parce qu'une personne n'est pas de la même ethnie que soi, du jour au lendemain, au coup de sifflet, parce que c'est comme ça, il faut aller lui mettre un coup de machette dans le crâne. Et le fait, je reste avec vous, le fait d'avoir comme conviction le fait que les droits de l'homme peuvent être un cadre idéal pour une rencontre, une ouverture à l'autre, est-ce que ce cadre ne vole pas en éclats avec des situations comme celle-ci ? Mais ça vole en éclats. C'est ça le problème. Et en même temps, il faut résister. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'humilité de considérer qu'on n'a rien fait encore et que tout est à faire et qu'on est dans une logique de construction qui est très lente, qui n'est pas dans notre temps, mais il faut regarder en arrière et il faut voir d'où on vient et considérer que tous ces actes-là qu'on a vécu aussi en Serbie, près de chez nous, ou en Bosnie, par exemple, dans les mêmes temps, ne sont que malheureusement que des étapes qu'il faut de nouveau franchir. Et ça nécessite un engagement encore beaucoup plus important. Et ça renforce, après la peur, il faut que ça renforce l'engagement. Une question politique qui vient justement, je la pose aux politiques. Quel peut être le cadre dans ces cas-là pour une ouverture aux autres ? Est-ce qu'il doit y avoir un cadre ? On s'ouvre à n'importe qui, à n'importe quoi ? Ou est-ce qu'il faut avoir un cadre à cette rencontre avec l'autre ? Je pense qu'il faut d'abord avoir une certaine spontanéité, mais lorsqu'on parle d'institutions politiques, il est clair qu'il y a aujourd'hui, progressivement, à l'échelle de la planète, des institutions de dialogue qui se mettent en place. Car il va bien falloir l'organiser, ce monde. La mondialisation fait peur. Et certains n'hésitent pas à parler de démondialisation, ce qui n'a pas de sens. À l'heure du numérique, des moyens modernes de communication, c'est clair que les hommes ont envahi la planète. Le problème, c'est qu'on n'a pas organisé le monde et que le monde est devenu excessivement dangereux. Les déséquilibres sont partout, les hypocrisies sont totales. Qui gouverne le monde ? La finance. Des groupes supranationaux se sont constitués, dont les moyens sont sans commune mesure par rapport aux États. Ils imposent directement leurs propres lois, répondant à des préoccupations d'ordre de la cupidité, beaucoup plus que de l'intérêt général et du bien commun. Donc ceci se met progressivement en place. Alors, cette sensation de danger par rapport à l'autre, moi je ne l'ai pas ressentie. J'étais récemment en Palestine, notamment à Gaza, il y a tout juste un mois. On n'a pas cette sensation de peur. La seule peur que l'on ressent et qui met totalement mal à l'aise, c'est que les institutions que nous représentons n'ont pas une vision claire de ce que peut être leur engagement. On est présent parce qu'il faut être présent. On s'en remet à des organisations non gouvernementales. Mais on n'a pas de position claire. Je suis député européen et je prends conscience que l'Europe n'est qu'une addition d'égoïsmes nationaux. Et par rapport au Moyen-Orient, je suis très préoccupé parce que nous n'avons pas de vision commune, nous n'avons pas de diplomatie commune, nous n'avons pas de moyens communs. Et toute la tâche que nous avons à accomplir, c'est d'organiser ce monde, de nous mettre au clair et d'accepter les autres avec leurs croyances, avec leur culture, avec leur histoire, et de trouver les points d'équilibre. Nous allons revenir dans un instant à la fin de cette table ronde sur le rôle de l'Europe notamment. Mais au cours de cette table ronde, on vous propose également d'enraciner ces propos dans du vécu et des paroles de jeunes, d'enfants, de collégiens, de lycéens. Des vidéos ont été réalisées par les services de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, Françoise Véronique en particulier. Et nous allons
essayer comme ça de mettre en exergue des initiatives locales dans les établissements scolaires qui permettent d'éclairer nos propos. Vous avez beaucoup évoqué au cours de cette première partie l'importance de bâtir des choses entre nous, parce qu'ensemble, on est effectivement plus fort que lorsque l'on est tout seul. Les enfants l'ont bien compris. Et c'est vraiment la trame, je trouve, de cette vidéo que nous allons voir, d'une mini-entreprise qui a été mise en place dans un collège, le collège Saint-Hermelan à Bouaye, des jeunes qui travaillent ensemble. Alors là, vous allez voir, pour réaliser des petites souris, mais l'essentiel n'est pas dans les souris, vous allez le voir. Je vous propose de voir ce film. J'ai découvert que l'entreprise, ça ne se faisait pas tout seul, que tous les secteurs sont vraiment importants, que ce soit le technique, l'administratif, le financier, la communication et surtout la vente. Et que franchement, c'est une très bonne expérience sur la solidarité. Moi, je suis chargé relations clients. Donc, je m'occupe d'organiser les ventes avec ma directrice et de faire connaître l'entreprise en fait, autour de nous. Je suis chargée communication marketing, donc je fais la publicité et tout ce qui est l'œil du client en quelque sorte, donc ce qu'il va voir de l'entreprise. Et oui, on fait les publicités, les affiches, on a fait le logo et les slogans. Enfin, on a aussi demandé on travaille beaucoup avec les chargés relations clients parce qu'il y a un lien entre les deux. Déjà que sans les autres, ça marche pas. On a vraiment besoin des autres pour pouvoir travailler et la communication, ça nous aide beaucoup. Notre rôle, c'est de tenir les comptes, donc on doit vérifier qu'il ne manque pas de l'argent, on doit rééquilibrer les budgets, s'occuper des entrées et des sorties d'argent. Nous aussi, on doit gérer combien on donnera à l'association qu'on aura choisie. Alors ça s'appelle Encadibé, voilà, on vient de la choisir à l'instant et donc ce sera 90% des bénéfices qui seront reversés à l'association. Une association de Saint-Aignan, donc de la région tout près. Et c'est une association dans un petit village de Madagascar où ils envoient de l'argent pour construire en ce moment un terrain de foot. Mais ils ont déjà construit une maison des jeunes pour qu'ils puissent jouer après l'école, car sinon ils n'ont aucun jeu. On est technicien on a coupé la mousse pour mettre dans les souris, couper du tissu. On est en train de préparer une sorte d'estrade pour présenter nos souris sur la journée de présentation à Carquefou. Ça nous permet de découvrir une vie d'entreprise. Tout le monde s'entraide. Moi, par exemple, je sais que j'aide un peu tous les secteurs m'aident et c'est ça qui est intéressant. C'est un espace où il est surprenant de voir des élèves qui sont créateurs, qui sont inventifs, qui travaillent en coopération, qui développent des compétences qui ne sont pas du tout amenées en classe. C'est une force éternelle, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui va rester longtemps, gravé dans nos mémoires. C'est des relations avec des personnes avec qui on n'aurait jamais discuté avant. Et je vais continuer à être comme ça parce que je me dis, si on a réussi à m'apporter ça, je peux peut-être en donner un peu aux autres. Peut-être que je vais réussir à donner quelque chose. Et ça me pousse, c'est une envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et de continuer sur cette lancée d'une belle aventure.